le grand colloque international consacré à un centenaire, il va avoir 100 ans dans quelques jours, qui est Edgar Morin. Bon, vous avez vu Edgar Morin. Bon, Edgar Morin a raconté dans Vidal et les siens, et on s'est projeté le moment de l'émission Apostrophe, où il présentait ça, devant Bernard Pivot et devant le Dalai Lama aussi. Le moment où il raconte ce que c'était d'être juif à Salonique vers 1910. C'était incroyablement subtil, c'est-à-dire que les Turcs, qui étaient quand même sur la réserve, sur la défensive, avaient concédé des libertés incroyables, mais à partir du moment où ça passait par la communauté religieuse, on ne disait pas israélite, mais juive. Bref, vous avez ce système-là, et voilà, ne voilà-t-il pas que dans les années 1910, ça s'est aggravé pendant les guerres de 14-18, arrive au pouvoir des nationalistes turcs. Et c'est là que ça devient difficile, parce qu'avant, vous négociez dans des rapports de force subtils, selon que vous êtes grec, le sultan est entouré de fonctionnaires grecs, hein, notamment au 19e siècle. Bon, là ça change tout, on vous demande d'être turc. Donc être arménien ou grec, ou kurde, plus tard, n'est pas encore kurde. À l'époque, les Kurdes, vous savez sans doute, sont les auxiliaires du génocide arménien. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Comme ils sont persécutés par les Turcs, on découvre qu'il y a un maranisme arménien. Il y a beaucoup d'Arméniens qui, en fait, vivent encore en Anatolie et qui ont tendance à se marier avec des Kurdes. C'est-à-dire un rapprochement entre persécutés. C'est assez fascinant. Donc, la modernité se traduit par le génocide. Oui, c'est assez, oui, c'est assez dramatique. Le problème, c'est de prouver qu'on est turc. Alors qu'avant, vous devez vous contenter d'être un sujet soumis du sultan ottoman. Vous voyez la logique d'ancien régime qui devient une logique moderne d'identification nationale. C'est-à-dire, il y a différents niveaux. Il y a le niveau de l'empire, il y a le niveau de la nation. Si la nation est le contraire de l'empire, en revanche, la nation a partie liée avec l'identité. Et ce que vous disiez tout à l'heure, de ce qui s'est passé au moment de la Première Guerre avec le génocide arménien, eh bien, si on observe la politique d'Erdogan maintenant, on assiste à ce que certains appelleront probablement une sorte de nettoyage ethnique, dans la mesure où on chasse tout ce qui est grec, où on chasse tout ce qui est Erdogan conserve des jeunes Turcs la dimension nationaliste exclusive, il reprend le problème. Mais il retourne à l'ottomanisme sur d'autres plans, en particulier dans le rapport à la religion. Voilà. Et il reprend le programme de Mustafa Kemal. Alors si la nation est le contraire de l'empire, si on peut aller vite, la nation a partie liée avec l'identité. Sauf que on peut définir l'identité tout à fait autrement qu'en utilisant le terme de nation. Alors comment se fait-il qu'à un moment donné, dans la définition de l'identité d'une communauté, d'un peuple, on est passé ou on passe presque obligatoirement par la case nation? Et vous avez mis en avant dans votre livre un certain nombre, pas un certain nombre, 4 révolutions qui sont des moments clés de cette identification par la nation. Pour éclairer cette chronologie par laquelle je commence, mais je répète, ensuite l'ouvrage se veut plutôt thématique et même structurel. Je tiens beaucoup au sous-titre, hein, une histoire mondiale, parce que tout ce qu'on vient de dire, ça signifie qu'il n'y a rien de plus mondial que le national. J'essaye de répondre à la question, qu'est-ce qu'une nation? Parce que ceux d'entre vous qui seraient amenés à acheter ce livre, ou même pas l'acheter, de le voler, pourquoi pas, mais en tout cas de lire, et qui ne trouveraient pas dans le livre une réponse à la question, pourraient dire que c'est extrêmement malhonnête. Voilà. Bon. Voilà. Non, je me suis donné pour mission de répondre à la question qui est la question d'Ernest Renan, dans une fameuse conférence en Sorbonne en 1882. J'ai découvert d'ailleurs à cette occasion, parce que ça permet d'éclairer Renan, que cette conférence dont je vous recommande la lecture, d'autant plus que c'est un texte assez mince, hein, il l'avait testé à l'étranger. Parce qu'on dit toujours, oui, c'est la fameuse conférence à la Sorbonne. Vérification faite, il l'avait testé quelques années auparavant. 1882. Et il l'avait testé quelques années auparavant aux Pays-Bas, car la femme d'Ernest Renan était d'origine néerlandaise, et à l'occasion d'un anniversaire Spinoza, donc devant un public étranger. Ce qui permet de voir que ceux qui n'ont pas lu Renan, qui pensent que c'est un texte purement et simplement chauvin nationaliste, ont tout faux. D'autant plus qu'au passage, dans ce texte des années 1880, Ernest se permet de dire comme ça en passant que bien entendu la nation dont il fait la démonstration qu'elle est pertinente
et de façon assez subtile par rapport à ce qu'on écrivait sur la nation à ce moment-là, eh bien cette nation, un jour, elle disparaîtra, sans doute. Et il ajoute, probablement, la Confédération européenne la remplacera. Moi, j'en tire la conclusion qui est beaucoup plus optimiste que nous. Parce que je vous fais remarquer que l'année 2020, c'est l'année de la pandémie, c'est l'année du Brexit. Donc, si on avait progressé dans le sens du mondialisme, ça se saurait. Pour simplifier, je pense, et je le dis à la fin du livre, puisque ce livre a été écrit avant la pandémie et terminé pour les dernières pages, il est sorti à l'automne dernier sous le grand... la grande question, le grand point d'interrogation de la pandémie, je me permets de faire remarquer que si la mondialisation, au fond, a dans l'ensemble progressé depuis... Alors, on peut peut-être commencer avec le néolithique, mais sous une forme, disons, structurée à la moderne, au moins au XVIe siècle, cette mondialisation, dont le virus est la preuve superfétatoire, en attendant la suivante, bon, ça, il s'agit de mondialisation. Où est-ce que vous voyez que le mondialisme, lui, a progressé? L'Union européenne, je le rappelle, c'est le début de l'esquisse de commencement d'un État supranational. On n'y pense pas. On pense tellement à la dimension européenne qu'on ne voit pas que c'est surtout un test d'État supranational. Et on a essayé de faire une constitution. Voilà, l'Union européenne, au minimum, patine, au pire, recule. Donc, il est évident que vous avez la nécessité de répondre d'abord à la question, qu'est-ce qu'une nation? Ma réponse tenait en quelques mots, c'est un peuple avec un petit p, qui devient le peuple avec un grand P. Donc, peuple avec un petit p, ça répond à la question de l'identité, c'est-à-dire que, historiquement, c'est en quelque sorte une géographie plus ou moins d'ailleurs floue, hein, parce qu'il y a un peuple rome, par exemple. Mais c'est une géographie qui est entièrement déterminée par l'histoire. Vous avez, pour prendre des exemples très simples, parce que j'ai mentionné, je crois, rapidement cette zone, les pays baltes, etc., vous avez peu à peu dans l'histoire quelque chose qui émerge, qui finalement va se retrouver sous l'égide de la notion de letton. Quelque chose qui va émerger sous l'égide de la notion de lituanien. Quelque chose qui va émerger sous l'égide de la notion, c'est la plus récente des trois, d'ailleurs 19e siècle seulement, d'estonien, ouest. Alors ça, quelle est la question qu'il faut se poser devant ça? Ça, c'est le peuple avec un petit p. C'est la question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi faut-il qu'il y ait des Estoniens plutôt que pas d'Estoniens? C'est quand même une question. Pourquoi ils ne seraient pas tous lettons, tous russes ou autre chose? Chinois. Et quels sont les éléments qui les définissent? Mais c'est surtout, ces éléments qui vont les définir sont liés à des rapports de force historiques qui font que l'histoire du monde, c'est le génocide de quantité de solutions, de quantité de peuples qui, pour des raisons diverses, sont apparus, sans parler des peuples qui n'ont même pas de nom parce qu'ils sont préhistoriques, et disparaissent. Il y a les Petchénègues ont eu leur moment d'histoire, les Avars, dont parle ironiquement Voltaire, donc Candide, ont eu leur moment d'histoire, et puis... Les Hittites, Henri. Voilà. Donc, vous avez des identifications de peuples. C'est pas ça qui fait une nation. Pour qu'il y ait une nation, il faut cette révolution politique moderne, à laquelle faisait allusion Robert Kopp tout à l'heure, les 4 grandes révolutions qui vont ouvrir le banc, à savoir la proclamation de la souveraineté populaire. Il faut qu'il y ait un changement fondamental de la perspective politique avec l'instauration de la souveraineté populaire. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Ça se fait par un cheminement très progressif avec des allers-retours, mais pour cristalliser l'essentiel, à partir du XVIe siècle, avec la révolution dont on ne parle jamais, sauf peut-être les intéressés, et encore la révolution néerlandaise, parce que je parlais tout à l'heure de... Les provinces unies qui se les provinces unies de l'Espagne. Voilà. Et sur des bases religieuses, mais qui constituent la base religieuse d'une identification nationale. La révolution anglaise de 1688, je dis bien 1688, pas celle de Cromwell, celle de 1688, qui est la révolution qui, cet après-midi, régit encore les institutions politiques britanniques, hein, encore actuellement. Ce qui faisait dire Mme Thatcher, au moment du bicentenaire de la Révolution française, Mme Thatcher, vous vous rappelez peut-être, a été invitée par François Mitterrand, elle s'est permis, évidemment, de manière très impolie, de faire remarquer avec un petit sourire que les Anglais avaient fait leur révolution 1 siècle et 1 an avant les Français, 1688. Passons. Et que ça n'avait coupé, on n'avait coupé qu'une seule tête. Voilà. Troisième révolution, la révolution états-unienne, dite américaine, qui est là très fondatrice. C'est-à-dire, je termine mon livre par une longue citation de la déclaration du 4 juillet 1776, qui est un des textes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Sauf que, évidemment, en dehors des Américains, la plupart des êtres humains s'en fichent complètement. Donc il se passe quelque chose de fondamental là. On est dans une logique
de plus en plus démocratique. Vous constaterez d'ailleurs que c'est une logique qui, à 2 reprises sur 3, est décentralisée, provinces unies. Vous savez, comme, si on parle d'États-Unis, c'est parce qu'il y a eu des provinces unies. D'ailleurs, les couleurs tricolores, le blanc rouge américaine, sont empruntées aux Pays-Bas. Donc, mais quel est le point commun de ces 3 premières révolutions? C'est qu'elles sont adossées à la religion, mais qui est la religion protestante. Alors, c'est évident pour la première et la deuxième, hein, autour de Jacques II, etc. On peut dire que ça va de soi pour la troisième, où l'enjeu religieux n'est pas essentiel, mais la culture religieuse des pères fondateurs de la Révolution américaine est fondamentalement protestante. C'est les Quakers. Oui, plus généralement protestante, même s'il y a quelques catholiques. En tous les cas, il n'y a pas d'affrontement avec le religieux. Et la 4e révolution que nous connaissons, je pense, dans cette enceinte un peu mieux ou un peu moins mal que les autres, c'est la Révolution française. Et là, effectivement, ça se passe mal dans le rapport au religieux, et ça donne, en effet, un type de révolution fondée sur la souveraineté populaire, mais plus radicale, d'une certaine façon, plus fondamentaliste en ce qui concerne les conséquences ultimes de la souveraineté populaire, avec en particulier l'abolition de la monarchie, alors que dans le cas de la Révolution américaine, pendant un certain temps, il a été question de restaurer une monarchie, on aurait confié la couronne à George Washington. Ça a été sérieusement envisagé. Dans le cas de la Révolution française, c'est l'inverse qui va se produire, avec le fait que d'ailleurs, nous allons accoucher de la première forme, je le dis au passage, parce que ça va loin, de démocratie autoritaire moderne qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Hein, la France peut être fière, l'est-elle, je ne sais pas, d'avoir imaginé une construction politique dont nous sommes assez largement les héritiers aujourd'hui des institutions de la Ve République, entre parenthèses, qui est la démocratie autoritaire. Et c'est pour ça que la laïcité devient un élément important de l'accès. Comme pour Mustafa Kemal, les jeunes Turcs sont sur un modèle français tout à fait clair. Le mouvement jeune turc, qui va donc donner Mustafa Kemal, je répète, futur Atatürk, les jeunes Turcs se sont créés en clandestinité à Constantinople, je le rappelle au passage, le 14 juillet 1889. Donc le modèle français est un modèle qui va se répandre dans de larges secteurs de l'opinion mondiale. Et d'ailleurs, je rappelle que la première grande décolonisation après les États-Unis, qui est une décolonisation, ce sont des colonies qui se révoltent contre la métropole, hein. On est au XVIIIe siècle, c'est l'Amérique latine, dont la plupart du temps on ne parle pas. C'est étrange, comme si l'Amérique latine était un continent un peu... Non, mais le premier grand mouvement de contagion nationale, beaucoup plus fort et pertinent encore que la manière dont les Français, certes, exportent le national dans les années 1792, 13, 14, 15, non sans ambiguïté, peut-être point que ça se retourne contre eux, et que l'identification espagnole et portugaise doit beaucoup à la résistance à l'occupation française, mais l'Amérique latine, clairement, c'est le résultat de ce bouillonnement intellectuel qui va aboutir à des formes, alors évidemment très spécifiques, où on peut dire que ce sont les créoles qui prennent le pouvoir, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une identification nationale qui sert de modèle ensuite à ce qui va se passer en Europe tout au long du XIXe siècle. Et pour simplifier, les grands moments de bascule politique du XIXe et même du XXe sont tous caractérisés par un progrès du national. Bon, c'est bien connu pour le XIXe, la fin de la guerre 14-18, d'un côté vous avez l'Union soviétique, d'accord, mais c'est le contre-modèle. Et pour le reste, vous avez ce que Robert Kopp disait, l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire ottoman et l'Empire allemand sur d'autres bases, et effectivement la constitution d'un certain nombre d'États-nations spécifiques en Europe centrale. Après la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire, ah oui, échec du fascisme, échec d'un mouvement nationaliste. Sauf que c'est à ce moment-là que se lance la 3e grande décolonisation, que l'on appelle la décolonisation, mais qui n'est jamais que la 3e. Hein. Après les États-Unis et l'Amérique latine, et la décolonisation, c'est une sorte de boomerang national qui est renvoyé aux colonisateurs. Vous insistez à juste titre sur ces 4 révolutions qui sont des points de cristallisation à travers lesquels le peuple avec un P minuscule accède au statut de peuple avec P majuscule. Et vous avez mentionné au passage, et je voudrais qu'on y revienne un instant si vous voulez bien, que 3 de ces révolutions sont d'origine protestante ou ont été faites dans des pays de culture protestante. C'est-à-dire les révolutions se sont faites en harmonie avec la religion, si je puis dire. Alors que la Révolution française s'est faite contre l'Église catholique. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
Dans les pays protestants, personne ne comprend le problème de la laïcité à la française. C'est quelque chose que vous n'arriverez pas à expliquer à un Allemand de pays protestants ou à un Américain, et c'est bien la raison pour laquelle, dans la presse américaine, chaque fois qu'il y a ici des problèmes de voile, dans les écoles ou ailleurs, etc., la presse américaine manifeste son incompréhension, si ce n'est pas plus. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur le rôle du protestantisme dans ces révolutions? Car vous observez, vous dites, l'histoire est un grand laboratoire. L'historien observe. Mais il ne décrit pas seulement, il essaie aussi de voir, mais quel est le moteur, quel est le carburant, quels sont les événements ou les éléments qui fournissent le déclic. Alors quel est le rôle du protestantisme là-dedans? Disons, parce qu'on est obligé d'aller vite et donc d'être un peu schématique, qu'il y a déjà une littérature sur ce sujet, mais en même temps, qui ne me satisfait pas toujours, dans la mesure où, certes, il faudrait avoir des connaissances théologiques poussées que je n'ai pas, et en même temps, je vois bien où se situe sans doute le nœud, en particulier dans le fait que, alors évidemment, avant Luther, vous avez des tentatives, par exemple, vous savez bien que, enfin non, pas de raison qu'on le sache, sauf si vous avez une origine tchèque, mais en Tchéquie actuellement, il y a un jour anniversaire de Jean Hus. Parce que Jean Hus, qui ensuite a été considéré comme une sorte d'annonciateur de la réforme, eh bien, manifestait une volonté de réforme de l'Église qui passait aussi par l'affirmation de la nécessité de pouvoir avoir accès à la parole du Sauveur dans la langue vulgaire. Il a été brûlé, le pauvre. Il a été brûlé, etc. Et l'enjeu, c'était qu'on puisse parler tchèque à l'université Charles de Prague. Mais vous savez, là, en revanche, sans doute, qu'au siècle suivant, quand les protestants l'emportent dans une partie de l'Europe, et ensuite essaiment, entre autres, aux États-Unis, etc., l'un des enjeux, ça va être justement l'accession à la parole du Sauveur, donc à la Bible d'abord, puis à tous les autres textes sacrés, dans la langue vulgaire. C'est pour ça, par exemple, que si vous vous intéressez au destin des langues celtiques, vous constaterez que la langue celtique qui est actuellement la plus dynamique, ou la moins en danger, c'est le gallois. C'est certainement pas le gaélique irlandais. Bon. Tout simplement parce que les Irlandais sont restés majoritairement catholiques, donc les textes sacrés n'ont pas été traduits en gaélique, ils ont été traduits beaucoup plus tard, on est resté dans un rapport au latin. Tandis que le gallois, la Bible a été tout de suite sous Élisabeth Ier traduite en gallois. Ça change beaucoup de choses. Et alors, le plus bel exemple, je développe des exemples comme ça dans le livre, c'est l'existence de la Finlande. Là aussi, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a une Finlande? Les Russes auraient pu laminer tout ça. Il se trouve que la domination à l'époque de la réforme protestante sur la Finlande n'est pas russe, elle est suédoise. Les Suédois choisissent le luthéranisme. Les Suédois ont, là comme ailleurs, une domination assez douce, avec des collaborations entre élites. Bon, voilà. Le résultat, c'est que le Finnois, qui certes est dominé par son grand propriétaire suédois, va adhérer au luthéranisme. Et d'ailleurs, vous constaterez que c'est le cas pour les Lettons et les Estoniens. Et ça établit donc un type de rapport par rapport à la domination très différent du paysan gaélique irlandais, qui a un dominant protestant, d'ailleurs généralement anglican, pas presbytérien. Les presbytériens vont arriver après, ça va sérieusement aggraver les choses, ça nous donne la situation actuelle en Irlande du Nord d'ailleurs. Tandis que, effectivement, le Finnois peut défendre sa culture propre en harmonie avec le dominant économique. Et quand les Russes arrivent avec leur russification, les Finnois sont assez structurés pour résister. Et c'est ce qui vous explique qu'il y a une Finlande aujourd'hui. Donc l'enjeu linguistique est bien sûr capital, ça c'est pas original. Par exemple, il est évident que pour un patriote allemand, on ne peut pas faire de la religion la référence, puisque l'Allemagne est fracturée en deux religions. Ça sera la langue. Dans d'autres cas, ça pourrait être l'inverse, bien entendu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire aussi que l'accès dans les pays protestants au sacré par la langue vulgaire a enraciné, paradoxalement, le national dans l'Europe du Nord. L'enracinement sera très différent là où on sera devant une situation catholique ou orthodoxe. C'est-à-dire on a supprimé dans le protestantisme les intermédiaires.